Imprégné par le soleil matinal de Kepler 442b, le campus de l'Académie galactique projetait de vastes ombres sur ses flèches de cristal. Des étudiants venus d'une multitude de mondes déambulaient, leurs formes diverses tissant un kaléidoscope vivant de la diversité alienne. Certains flottaient, d'autres rampaient, et quelques-uns se mouvaient de manière défiant toute description simple. Dans la salle 7 alpha, les étudiants en xénobiologie s'installaient. Une énergie palpable emplissait la pièce, alors que le professeur Veltar organisait son matériel pédagogique. Le grand athétérien se déplaçait avec une fluidité gracieuse. Sa peau translucide miroita sous les lumières artificielles, et ses grands yeux sombres balayaient la salle avec la patience d'un être ayant enseigné pendant plus de 2 siècles. Zara, une jeune athétérienne, était assise au premier rang. Ses ouïes branchiales palpitaient nerveusement, tandis qu'elle préparait son appareil de prise de notes. Comme la plupart des êtres de son espèce, elle était douce et curieuse, ayant évolué à partir de paisibles filtreurs dans un monde exempt de grands prédateurs. Le concept de violence lui était aussi étranger que celui de respirer de l'eau l'était pour la plupart des autres espèces. Derrière elle se tenait Kevin, un nautiloïde originaire du monde océanique d'Aquatica Prime. Sa combinaison environnementale maintenait la pression et l'humidité adéquates pour son corps aux allures de calmar. Ses grands yeux intelligents se déplaçaient indépendamment alors qu'il scrutait la salle. Les nautiloïdes, anciens et sages, n'avaient jamais connu les dures réalités de la prédation. Ils avaient développé l'intelligence comme principale défense, vivant dans les profondeurs océaniques où peu de créatures pouvaient les menacer. Les étudiants granitiques occupaient le coin du fond, leur corps rocheux, immobile et patient. Ces formes de vie à base de silicium, venues du monde minéral de Petra, n'avaient jamais eu besoin de craindre quoi que ce soit. Elles absorbaient simplement les nutriments de leur environnement et croissaient lentement au fil des siècles. Pour elles, le concept même qu'une créature en mange une autre était dérangeant et non naturel. Éparpillés dans la pièce, des apiariens, dont les formes insectoïdes, produisaient de doux cliquetis en communiquant par fréquences subsoniques. Leurs yeux composés leur offraient une vision excellente, mais leur monde natal avait été paisible pendant des millions d'années. Ils avaient évolué à partir de créatures similaires aux scarabées terrestres, mais dans un monde où la coopération et la pollinisation étaient les stratégies de survie primaires. Dans le coin le plus reculé, presque oublié des autres, se tenait Jake Morrison. À 19 ans, il était jeune même selon les standards humains et ancien selon ceux de la plupart des autres espèces qui n'atteignaient pas la maturité intellectuelle avant 40 ou 50 ans. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre, et ses vêtements décontractés se distinguaient parmi les toges académiques formelles portées par la majorité des étudiants. Jake était à l'académie depuis 6 mois, participant au premier programme d'échange humain. La plupart des étudiants le traitaient gentiment, mais avec distance, comme un animal de compagnie curieux ou un jeune enfant ayant réussi à s'introduire dans une classe d'adultes. Son enthousiasme les trouvait charmants, mais naïfs, et ses questions simples, mais sincères. Le professeur Veltar rappela la classe à l'ordre. Sa voix portait la qualité musicale typique de son espèce, chaque mot s'écoulant dans le suivant, tel de l'eau sur des pierres. Étudiants, aujourd'hui, nous entamons une nouvelle unité dans notre cursus de xénobiologie. Nous allons étudier la psychologie et le comportement des prédateurs. Une vague de mouvements inconfortables parcourut la classe. Les ouïes branchiales de Zara se refermèrent étroitement, signe de détresse. Kevin se replia partiellement dans sa carapace, ne laissant apparaître que ses pédoncules oculaires. Même les stoïques étudiants granitiques semblaient en vouloir se contracter. « Je comprends que ce sujet puisse en gêner beaucoup d'entre vous, » poursuivit le professeur, sa voix douce et rassurante. « La prédation est, heureusement, rare dans notre communauté galactique actuelle. » La plupart des espèces membres ont évolué à partir d'herbivores, de filtreurs ou d'absorbeurs d'énergie. Cependant, il est important que nous comprenions toutes les formes de vie, y compris celles qui peuvent me sembler étrangères à nos expériences. Jake se pencha légèrement en avant, véritablement intéressé, tandis que ses camarades montraient des signes de gêne. Il semblait curieux et engagé. Il sortit sa tablette
et commença à prendre des notes, inconscient de la différence entre sa réaction et celle de tous les autres dans la pièce. Les prédateurs, expliqua le professeur Veltar, sont des créatures qui ont évolué pour chasser et consommer d'autres êtres vivants. Ce comportement a façonné leur psychologie, leurs adaptations physiques et leur structure sociale de manière que les espèces pacifiques trouvent souvent difficile à appréhender. Zara leva une main tremblante. « Professeur, pourquoi de telles créatures existent-elles ? Sûrement l'évolution favoriserait la coopération plutôt que la violence. » Le professeur Veltar hocha la tête, approuvant la question. « Une excellente observation, Zara. Dans la plupart des environnements stables, la coopération s'avère en effet plus bénéfique. Cependant, la prédation peut émerger dans des environnements où les ressources sont rares, où une croissance démographique rapide menace l'équilibre de l'écosystème, ou où les pressions environnementales créent une compétition intense pour la survie. » Il activa son affichage holographique, montrant un modèle de prédateur générique, svelte, musclé, avec des dents et des griffes acérées. Plusieurs étudiants altèrent à cette image, et un zapiérien émit un clic de détresse. « Remarquez les adaptations, » poursuivit le professeur Veltar. Des organes sensoriels améliorés pour détecter les proies, une musculature puissante pour la poursuite ou l'embuscade, et des armes comme des griffes, des crocs ou du venin pour soumettre les victimes. Ce sont les marques d'une espèce prédatrice. Jake leva la main avec désinvolture. « Professeur, quand vous dites « organes sensoriels améliorés », est-ce par rapport à leurs espèces proies ou par rapport aux non-prédateurs en général ?» La question surprit le professeur Veltar. La plupart des étudiants étaient trop perturbés par le sujet pour poser des questions techniques. Une distinction intéressante, Monsieur Morrison. Généralement, les prédateurs développent des sens améliorés par rapport à leurs proies disponibles. Cependant, certaines espèces pacifiques ont également évolué des systèmes sensoriels sophistiqués à d'autres fins, navigation, communication ou surveillance environnementale. Cela a du sens. Jake hocha la tête en griffonnant des notes. Donc, l'amélioration est généralement spécifique aux applications de chasse plutôt qu'à une amélioration sensorielle générale. Zara se tourna pour fixer Jake avec étonnement. Comment pouvait-il discuter d'un sujet aussi horrible avec autant de calme? Les pédoncules oculaires de Kevin pivotèrent pour se concentrer sur l'étudiant humain, essayant de comprendre cette étrange réaction. Le professeur Veltar fut ravi d'avoir au moins un étudiant s'engageant avec le matériel. Exactement, Monsieur Morrison. Maintenant, au-delà des adaptations physiques, les prédateurs développent également des traits psychologiques spécifiques. Ils doivent être capables de suivre et de poursuivre leur proie, souvent sur de longues distances ou pendant de longues périodes. Ils doivent être capables de violence sans la détresse émotionnelle que de telles actions causeraient chez les espèces pacifiques. La salle de classe tomba silencieuse, mis à part le doux frottement du stylet de Jake sur sa tablette. Les autres étudiants restèrent figés, essayant de traiter des concepts qui semblaient fondamentalement erronés par rapport à leur nature pacifique. « Demain, » annonça le professeur Veltar, nous observerons ces principes en action. J'ai organisé une démonstration en direct à l'aide d'un spécimen de notre installation de recherche. La classe fut congédiée. Alors que les étudiants sortaient, bavardant nerveusement entre eux, Jake resta assis, relisant ses notes. Il était réellement enthousiasmé par la leçon du lendemain, complètement inconscient que son calme intérêt pour la psychologie des prédateurs avait déjà commencé à troubler ses camarades et son professeur. Le lendemain matin, la salle 7 alpha semblait différente. Le joyeux brouhaha habituel avait été remplacé par des chuchotements nerveux et des mouvements anxieux. Les étudiants étaient arrivés tôt, mais beaucoup s'étaient installés le plus loin possible du devant de la salle. Certains avaient même sauté le petit déjeuner, l'estomac trop perturbé pour manger. Le professeur entra, portant un petit appareil ressemblant à une mallette métallique. Ses mouvements étaient plus prudents que d'habitude, et son expression sérieuse. L'appareil dans ses mains bourdonnait doucement d'une énergie contenue. Jake remarqua que plusieurs sièges étaient vides. 3 étudiants athétériens avaient apparemment décidé de ne pas assister au cours, et 2 des apiériens manquaient également.
Ceux qui étaient là semblaient pâles et nerveux. Zara était assise rigidement sur sa chaise, ses ouïes branchiales s'ouvrant et se fermant rapidement, signe d'un stress extrême. « Étudiant, commença le professeur Veltar, sa voix musicale plus contenue que d'habitude. Je tiens à vous rappeler que la démonstration d'aujourd'hui est en toute sécurité. Le spécimen est contenu dans de multiples couches de champs de sécurité. Cependant, si quelqu'un se sent trop mal à l'aise pour continuer, vous pouvez partir sans pénalité pour votre note. » Personne ne bougea, mais Jake put voir plusieurs étudiants considérer l'offre. Kevin s'était tellement replié dans sa carapace que seules les pointes de ses pédoncules oculaires étaient visibles. Un des étudiants granitiques s'était même compressé en une forme plus petite et plus dense. Le professeur Veltar posa le dispositif de confinement sur son bureau et commença à activer les différentes commandes. La créature que nous allons observer aujourd'hui s'appelle une griffe rasoir. Elle provient du monde natal zapiérien, bien que je doive préciser qu'elle a évolué sur un continent différent de celui de nos camarades zapiériens. L'espèce est éteinte à l'état sauvage depuis plus de 3000 ans, mais nous maintenons de petites populations à des fins de recherche. Un étudiant zapiérien cliqua nerveusement. « Professeur, comment ont-ils disparu ?»« Des changements environnementaux et la compétition d'espèces plus performantes, » répondit diplomatiquement le professeur Veltar. Il ne mentionna pas que les zapiériens eux-mêmes avaient systématiquement éliminé les griffes rasoirs une fois qu'ils avaient développé une technologie avancée, les considérant trop dangereux pour coexister. Le dispositif de confinement commença à briller, et un champ d'énergie scintillant apparut au centre de la salle de classe. Il formait un cube d'environ 3 mètres de côté, crépitant doucement d'une lumière bleue. Le champ était complètement transparent, mais chacun pouvait ressentir la puissance qui y bourdonnait. Le professeur Veltar fit un dernier ajustement à ses commandes et quelque chose commença à se matérialiser à l'intérieur du champ de confinement. Au début, il n'y avait qu'une ombre, puis une forme vague, et finalement la créature elle-même prit consistance et réalité. La lame rasoir s'élevait à près de 2,10 mètres sur ses pattes arrière puissantes. Son corps était recouvert d'écailles sombres et marbrées qui semblaient absorber la lumière. Des épaules massives supportaient des bras se terminant par des griffes de la longueur de couteaux de table. Sa tête était angulaire et prédatrice, avec des yeux jaunes qui semblaient briller de leur propre éclat. Des rangées de dents acérées étaient invisibles, même lorsque sa gueule était fermée. La réaction dans la classe fut immédiate et dramatique. Zara laissa échapper un sifflement aigu de terreur et plaqua ses mains sur ses fentes branchiales. 3 étudiants s'évanouirent instantanément, leur corps frappant le sol avec de légers bruits sourds. Kevin disparut entièrement dans sa carapace avec un son humide et pétillant. La créature se déplaçait avec une grâce fluide à l'intérieur de son champ de confinement, testant les limites par de désinvoltes coups de griffe. Des étincelles électriques jaillissaient là où ses serres rencontraient la barrière énergétique, mais le champ tenait bon. La lame rasoir semblait indifférente à sa captivité, se mouvant comme un athlète professionnel s'échauffant pour une compétition. « Observez la posture et les mouvements de la créature », dit le professeur Veltar, sa voix légèrement tendue alors qu'il s'efforçait de conserver son sang-froid professionnel, tandis que la moitié de sa classe tremblait de peur. Remarquez comment elle maintient un équilibre parfait, même en explorant son environnement. Voyez comment sa tête bouge constamment, scrutant les menaces et les opportunités. Les yeux jaunes de la lame rasoir balayèrent la salle de classe, étudiant chaque étudiant à son tour. Quand son regard tomba sur les étudiants athétériens, ils se recroquevillèrent sur leurs chaises, comme s'ils cherchaient à se fondre dans le mobilier. Les étudiants granites se retrouvèrent si compressés qu'ils ressemblaient à des roches décoratives. Les Zaphiriens restants s'étaient regroupés dans le coin le plus éloigné, leurs yeux composés reflétant l'image de la créature des centaines de fois. Mais quand les yeux de la lame rasoir rencontrèrent ceux de Jake, quelque chose d'intéressant se produisit. L'étudiant humain était penché en avant sur sa chaise, étudiant la créature avec une fascination évidente. Il prenait des notes méticuleuses, s'interrompant parfois pour observer un mouvement ou un comportement particulier. Son expression était concentrée et analytique, à l'image d'un scientifique observant un spécimen intéressant. La lame rasoir
sembla remarquer la réaction différente de Jake. Elle cessa sa déambulation nonchalante et se tourna pour lui faire face directement. Pendant un long instant, le prédateur et l'humain se jaugèrent à travers le champ d'énergie. La créature inclina légèrement la tête, comme si elle était intriguée par ce petit être qui ne montrait aucune peur. Jake continua de prendre des notes, complètement inconscient que tous les autres étudiants conscients dans la pièce le regardaient avec stupéfaction. Comment pouvait-il être si calme? Ne comprenait-il pas ce qu'il regardait? La principale méthode de chasse du lame-rasoir est la prédation par embuscade, poursuivit le professeur Veltar, bien que sa voix tremblait légèrement alors qu'il observait la concentration intense de la créature sur Jake. Ils attendent cachés, souvent pendant des heures, avant de frapper leur proie avec une vitesse et une puissance explosive. Comme en réponse à la description, la lame rasoir bougea soudainement. Elle jaillit en une fraction de seconde, frappant le champ de confinement avec une force monstrueuse. La barrière tint, mais l'impact projeta des ondes d'énergie visibles à sa surface. Le son ressemblait à un coup de tonnerre, et des étincelles jaillirent dans toutes les directions. Tous les étudiants, sauf Jake, poussèrent un cri, s'évanouirent ou tentèrent de se cacher. Zara tomba de sa chaise et rampa sous son bureau. Les quelques Zafiriens encore conscients se dispersèrent comme des feuilles dans une tempête. Même le professeur Veltar recula involontairement. Jake leva simplement les yeux de ses notes et observa l'attaque de la créature avec un intérêt professionnel. Il observa comment la lame rasoir avait contracté ses muscles avant de frapper, comment elle avait calculé la distance et le timing, comment elle se préparait immédiatement pour une deuxième attaque lorsque la première fut bloquée. La créature frappa à nouveau, cette fois avec les deux griffes déployées. Une fois de plus, la barrière tint, mais la force de l'impact fit trembler tout le système de confinement. Les lumières de la classe scintillèrent, et plusieurs étudiants gémirent de terreur. Jake leva nonchalamment la main. « Professeur, est-ce un comportement de frappe typique pour cette espèce, ou montre-t-elle des signes de stress dus à la captivité ?» Le professeur Veltar regarda Jake avec une stupéfaction totale. Le reste de la classe, ceux qui étaient encore conscients, regardèrent l'étudiant humain comme s'il avait développé une deuxième tête. Voici une créature qui incarnait chaque cauchemar que leurs espèces pacifiques avaient jamais imaginé. Et ce jeune humain posait des questions techniques sur son comportement. La lame rasoir avait également remarqué la réaction calme de Jake. Elle cessa ses attaques contre la barrière et s'approcha du côté, faisant face à l'étudiant humain. Ses yeux jaunes fixèrent Jake avec une intensité qui rendit même le professeur Veltar mal à l'aise. Mais Jake continua simplement de prendre des notes, jetant occasionnellement un coup d'œil pour observer les mouvements et la posture de la créature. Pour lui, ce n'était qu'une leçon intéressante de xénobiologie. Il n'avait aucune idée que sa réaction était différente de tout ce que ses camarades de classe avaient jamais vu, ou qu'il était sur le point de changer à jamais la façon dont tout le monde dans la pièce pensait aux humains. La salle de classe resta dans le chaos pendant plusieurs minutes après la démonstration explosive du lame rasoir. Les étudiants émergèrent lentement de leur cachette, vérifiant que le champ de confinement fonctionnait toujours. Zara rampa de sous son bureau, ses fentes branchiales toujours palpitantes de panique. Les pédoncules oculaires de Kevin surgirent prudemment de sa carapace, scrutant la pièce à la recherche d'un danger. Le professeur Veltar s'efforça de rétablir l'ordre, aidant les étudiants qui s'étaient évanouis et tentant de calmer ceux qui étaient encore conscients mais terrifiés. Ses propres mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait les commandes du champ de confinement, augmentant les niveaux de puissance pour garantir que la barrière tiendrait contre de futures attaques. Malgré tout, Jake continuait à prendre des notes. Il avait à peine réagi à la démonstration violente de la créature, la traitant simplement comme une donnée supplémentaire dans ses observations. Tandis que ses camarades chuchotaient nerveusement entre eux à propos de l'horreur qu'ils venaient de vivre, Jake esquissait la posture d'attaque de la lame rasoir et notait la synchronisation de ses mouvements. La lame rasoir n'était pas revenue à sa déambulation décontractée. Au lieu de cela, elle restait focalisée sur Jake, se déplaçant lentement le long du bord du champ de confinement le plus proche de l'étudiant humain. Ses yeux jaunes ne quittaient jamais le visage de Jake,
et sa tête s'inclinait sous divers angles, comme si elle tentait de comprendre quelque chose qui la perplexait grandement. Le professeur Veltar remarqua le comportement de la créature et le trouva profondément troublant. En toutes ces années d'étude des prédateurs, il n'avait jamais vu une lame rasoir montrer un tel intérêt soutenu pour un individu spécifique. Habituellement, elles ignoraient les observateurs ou montraient une hostilité égale envers tous les présents. « Monsieur Morrison », appela le professeur Veltar, sa voix encore légèrement hésitante à cause de l'excitation récente. « Peut-être pourriez-vous partager vos observations sur ce super prédateur. » La requête provoqua une vague de chuchotements nerveux dans toute la salle de classe. La plupart des étudiants ne pouvaient pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait discuter de la terrifiante créature en détail. Zara laissa échapper un léger gémissement à cette suggestion. Jake leva les yeux de ses notes et se leva nonchalamment, complètement inconscient de la façon dont son calme contrastait avec la peur qui émanait de ses camarades. Il jeta un coup d'œil à la lame rasoir, qui avait cessé de bouger et se tenait maintenant parfaitement immobile, l'observant avec une concentration intense. « Eh bien, » commença Jake, sa voix calme et analytique. « C'est définitivement un prédateur, mais je le classerais plutôt comme un chasseur d'embuscade basé sur sa structure physique. Regardez la distribution des fibres musculaires dans ses pattes. Elles sont construites pour une puissance explosive plutôt que pour une course soutenue. Les tendons sont arrangés pour un rendement de force maximale sur de courtes rafales. » Il pointa la créature d'un geste décontracté, laquelle continuait de l'observer avec ses yeux jaunes lumineux. Plusieurs étudiants haltèrent qu'il attira l'attention du monstre si délibérément. « Et ses griffes » continua Jake. « Elles sont conçues pour l'accrochage et la saisie, plutôt que pour la lacération. Voyez comme elles sont courbées vers l'intérieur. C'est parfait pour s'agripper à des proies en difficulté et maintenir la prise. La créature tombe probablement de positions élevées, arbres, falaises, peut-être des bâtiments, sur des cibles en contrebas. Le professeur Veltar se surprit à acquiescer à l'analyse de Jake. Malgré son étonnement, les observations étaient précises et montraient une compréhension sophistiquée de l'anatomie d'un prédateur. Mais comment ce jeune humain pouvait-il discuter d'un sujet si terrifiant avec tant de clinique ? La structure de la mâchoire est intéressante aussi, ajouta Jake, s'animant sur son sujet. Ses dents ne sont pas conçues pour arracher la chair des os comme on le verrait chez un charognard. Elles servent à délivrer une morsure mortelle, puis à avaler de gros morceaux de proie entiers. Il cible probablement des créatures d'environ la moitié de sa taille, pour une efficacité optimale. Zara regarda Jake sous le choc total. Il décrivait les méthodes de mise à mort du monstre, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Kevin avait étendu ses pédoncules oculaires plus loin de sa carapace, apparemment fasciné malgré sa terreur. La lame rasoir se rapprocha du bord du champ de confinement, pressant son visage presque contre la barrière énergétique. Son souffle embua la surface du champ alors qu'elle étudiait Jake, avec une intensité qui rendait le professeur Veltar de plus en plus mal à l'aise. « Ce qui est particulièrement intéressant, » poursuivit Jake, « c'est la configuration sensorielle. Ses yeux sont clairement adaptés aux conditions de faible luminosité, probablement plus actifs à l'aube et au crépuscule, lorsque les espèces proies effectuent la transition entre les activités diurnes et nocturnes. Les pupilles peuvent se dilater bien plus largement que la plupart des chasseurs diurnes. » Jake s'arrêta pour faire un autre croquis dans son carnet, ignorant complètement la façon dont le prédateur massif le fixait. Les narines sont positionnées pour une analyse maximale du flux d'air. Et regardez la taille de ces canaux auditifs. L'énorme créature chassait probablement autant par l'ouïe et l'odorat que par la vue. Le professeur Veltar, en réalisant que sa mâchoire pendait, la referma rapidement. L'analyse de Jake était non seulement pertinente, mais témoignait d'une connaissance des prédateurs qui surpassait celle acquise par la plupart des étudiants en xénobiologie durant tout leur cursus. Mais il présente aussi des faiblesses évidentes, ajouta Jake avec désinvolture. Ses yeux adaptés à la faible luminosité seraient pas gravement compromis par un éclairage intense. En dirigeant une lumière puissante sur cette bête, on pourrait l'aveugler temporairement. Ses griffes semblent impressionnantes, mais elles ne sont pas rétractables. Voyez comme elles sont émoussées à leurs extrémités.
Cela signifie qu'elles s'usent au contact constant de surfaces dures. L'étudiant humain gesticula vers le torse de la créature. Et regardez son rythme respiratoire. Il montre déjà des signes de stress à force de tourner en rond dans ce petit espace. L'amplitude de sa cage thoracique indique une mauvaise efficacité cardiovasculaire. C'est un sprinter, pas un coureur de marathon. L'épuiser le rendrait beaucoup moins dangereux. Comme en réponse aux commentaires de Jake, la griffe rasoir commença à respirer plus lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant selon le rythme rapide que Jake venait de décrire. Les yeux jaunes de la créature restèrent fixés sur l'humain, mais il semblait y avoir quelque chose de différent dans son regard maintenant. Pas seulement de la curiosité, mais ce qui pourrait avoir été de la reconnaissance. La salle de classe était devenue complètement silencieuse. Même les étudiants qui chuchotaient nerveusement se mirent à regarder Jake avec étonnement. Comment pouvait-il non seulement rester calme en présence d'un prédateur aussi terrifiant, mais aussi critiquer ses capacités, comme s'il évaluait un devoir? Le professeur Veltar peinait à comprendre ce dont il était témoin. En 2 siècles d'enseignement, il n'avait jamais rencontré un étudiant capable d'analyser un prédateur alpha vivant avec un professionnalisme aussi détaché. La plupart des espèces pacifiques trouvèrent le concept même de prédation fondamentalement perturbant. Pourtant, ce jeune humain discutait de techniques de mise à mort et de stratégies de chasse, comme s'il s'agissait de sujets de conversation parfaitement normaux. La griffe rasoir s'assit soudainement, abaissant son corps massif sur le sol du champ de confinement. Elle continua à observer Jake, mais la tension agressive avait quitté sa posture. Le professeur Veltar n'avait jamais vu la créature se comporter de cette façon. Elle semblait presque respectueuse. Jake acheva ses notes et leva les yeux vers le professeur Veltar, avec une attente manifeste, attendant la suite de la leçon. Il ignorait que son analyse spontanée avait laissé toute la classe sans voix, ou que sa réaction calme face au prédateur alpha avait soulevé des questions sur la nature humaine qui allaient bientôt ébranler les fondations de tout ce que ses camarades croyaient savoir sur leur espèce. Le professeur Veltar demeura immobile un long moment, ses grands yeux sombres étudiant Jake avec la même intensité que la griffe rasoir. La peau translucide de la tétéran avait pris une teinte légèrement différente, signe d'une profonde réflexion et confusion. En tous ces siècles d'enseignement de la xénobiologie, il n'avait jamais rencontré une réaction pareille. Les autres étudiants restèrent figés sur leur siège, partagés entre leur terreur du prédateur confiné et leur étonnement face à l'analyse décontractée de Jake. Zara avait réussi à regagner sa chaise, mais ses branchies continuaient de palpiter rapidement et nerveusement. Les étudiants granitiques s'étaient légèrement détendus de leur forme compressée, leur curiosité commençant à l'emporter sur leur peur. « Monsieur Morrison », dit lentement le professeur Veltar, sa voix mélodieuse empreinte d'une réelle perplexité. « Votre analyse est remarquablement exhaustive. Dites-moi, que voyez-vous lorsque vous regardez ce prédateur ?» Jake jeta un nouveau coup d'œil à la griffe rasoir qui était toujours assise calmement sur le sol de son champ de confinement. La posture de la créature avait changé, passant d'une alerte agressive à quelque chose qui ressemblait presque à une attente patiente. Ses yeux jaunes suivaient les mouvements de Jake, mais sans l'intensité hostile qu'elle avait montrée envers les autres étudiants. Honnêtement, Jake dit avec un léger haussement d'épaule, « Je vois un prédateur de niveau intermédiaire plutôt standard. Il est bien adapté à sa niche, mais rien de trop extraordinaire. Il réussit probablement à abattre des proies 2 fois plus grandes que lui quand il est en bonne santé et bénéficie de l'effet de surprise. Mais il a des limites qui le rendraient vulnérable face à un adversaire préparé. » Ce rejet décontracté de l'effrayante créature provoqua une nouvelle vague de chuchotements choqués dans la classe. Les pédoncules oculaires de Kevin s'allongèrent davantage hors de sa coquille, pivotant pour se fixer sur Jake avec une incrédulité manifeste. Le professeur Veltar sentit sa curiosité académique l'emporter sur sa prudence. Vous le décrivez comme standard et de niveau intermédiaire. Cela suggère que vous avez un point de référence pour la comparaison. Que considéreriez-vous comme un prédateur plus redoutable ? Jake réfléchit un instant, tapotant son stylet contre sa tablette. Eh bien,
Cette créature est spécialisée dans la chasse à l'affût dans un environnement spécifique. Un prédateur plus dangereux serait quelque chose avec une plus grande polyvalence, une meilleure endurance, plus d'intelligence, et peut-être des capacités de chasse en meute. Cette griffe rasoir est impressionnante dans son milieu, mais elle est assez limitée en dehors de celui-ci. La griffe rasoir inclina la tête aux paroles de Jake, et le professeur Veltar aurait juré que la créature comprenait qu'elle était évaluée. L'universitaire en lui était fasciné, mais quelque chose de plus profond commençait à l'inquiéter concernant toute cette interaction. L'inefficacité respiratoire est une faiblesse majeure, continua Jake, s'enthousiasmant pour l'analyse. Regardez comment son rythme respiratoire a augmenté juste en restant immobile. Cela suggère que son monde d'origine avait des conditions atmosphériques très spécifiques, probablement une teneur en oxygène plus élevée. Dans un environnement galactique standard, il fonctionne déjà à capacité réduite. Zara leva une main tremblante. « Jake, comment en sais-tu autant sur l'anatomie des prédateurs? C'est censé être du nouveau matériel pour nous tous. » Jake parut sincèrement surpris par la question. « Je suppose qu'une partie de cela semble juste évidente. Je veux dire, la forme suit la fonction, n'est-ce pas? Quand tu regardes comment quelque chose est construit, tu peux deviner ce pourquoi il a été conçu. » La confusion du professeur Veltar s'intensifiait. L'analyse de Jake ne démontrait pas seulement des connaissances académiques, mais une compréhension intuitive de la psychologie et des tactiques des prédateurs. C'était le genre de perspicacité qui résultait habituellement d'une expérience directe ou d'études approfondies, et non d'une observation fortuite. « Monsieur Morrison, » dit le professeur avec circonspection, « lorsque vous analysez les méthodes de chasse de cette créature, vous parlez avec une certitude considérable. Auriez-vous étudié des espèces similaires lors de votre formation antérieure? Pas exactement, répondit Jake. Mais les principes sont assez universels, n'est-ce pas? Utilisation efficace de l'énergie, sélection des cibles basée sur les ratios risque-récompense, adaptation environnementale pour un avantage maximal. Ce n'est qu'une résolution logique de problème. L'étudiant humain regarda à nouveau la griffe rasoir, qui continuait de l'observer avec ses yeux jaunes lumineux. Au lieu de montrer de la peur ou même du respect pour le dangereux prédateur, Jake le considérait avec ce que l'on ne pouvait décrire que comme un intérêt professionnel. Le plus fascinant, ajouta Jake, c'est comment cette espèce a probablement disparu. D'après ses spécialisations, je suppose qu'elle a été concurrencée par des prédateurs plus adaptables ou éliminée par des espèces proies qui ont développé de meilleures stratégies défensives. Le professeur Veltar sentit un frisson parcourir sa peau translucide. Jake évoquait l'extinction d'un prédateur alpha, comme s'il s'agissait d'une issue naturelle et attendue. La plupart des espèces pacifiques considérèrent l'extinction comme une tragédie, particulièrement l'élimination violente d'une espèce par une autre. Vous suggérez que des espèces proies auraient donc pu éliminer leurs prédateurs, demanda le professeur, sa voix empreinte d'une neutralité prudente. Bien sûr, Jake acquiesça nonchalamment. Dès qu'une espèce proie développe une intelligence et une technologie suffisantes, la relation prédateur-proie change radicalement. L'ancienne proie devient la force dominante et les prédateurs s'adaptent à une nouvelle niche ou disparaissent entièrement. La salle de classe devint silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du champ de confinement. La description factuelle de Jake d'une guerre entre espèces fut prononcée avec le même calme qu'il aurait utilisé pour discuter de la météo. Les autres étudiants le regardèrent avec une gêne croissante. La griffe rasoir se leva soudainement, se déplaçant avec une grâce fluide pour appuyer son corps contre la barrière de confinement la plus proche de Jake. Pendant un instant, le prédateur et l'humain se regardèrent à travers le champ d'énergie. La respiration de la créature s'était stabilisée et sa posture ne montrait aucune des tensions agressives qu'elle avait affichées précédemment. Au lieu de reculer ou de montrer le moindre signe d'intimidation, Jake acquiesça simplement vers la créature avec ce qui ressemblait à une reconnaissance mutuelle entre égaux. Le geste était si naturel et inconscient que Jake lui-même semblait ignorer l'avoir fait. Le professeur Veltar observa cet échange avec une inquiétude croissante. La griffe rasoir répondait à Jake d'une manière qu'il n'avait jamais vue. La créature ne montrait pas les réactions typiques d'un prédateur en cage.
frustration, agressivité ou démonstration territoriale. Au lieu de cela, elle semblait communiquer. « La classe » dit le professeur, la voix légèrement tendue. « Je pense que nous devrions faire une courte pause. Veuillez rester à vos sièges pendant que j'apporte quelques ajustements au système de confinement. » Mais il n'ajustait rien. Au lieu de cela, il activa son dispositif de communication et envoya un message urgent au docteur Lisa Park, la professeure humaine qui servait de conseillère pédagogique à Jake. Le message était bref mais pressant. « Veuillez venir immédiatement dans la salle de classe 7 Alpha. J'ai besoin de vous parler du passé de votre étudiant. » Alors que le professeur Veltar attendait la réponse du docteur Park, il observa Jake continuer d'analyser calmement la griffe rasoir. Le jeune humain prenait toujours des notes, esquissait des comportements et enregistrait des observations comme s'il étudiait un spécimen de laboratoire plutôt que l'un des prédateurs les plus redoutés de la galaxie. La griffe rasoir restait appuyée contre le champ de confinement, ses yeux jaunes rivés sur le visage de Jake. Pour la première fois de sa longue carrière académique, le professeur Veltar se demandait si la communauté galactique n'avait pas manqué de comprendre quelque chose d'essentiel sur les humains. La Dre Lisa Park arriva à la salle de classe 7 Alpha quelques minutes après avoir reçu le message urgent du professeur Veltar. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, évaluant rapidement la scène. Les étudiants extraterrestres étaient regroupés, visiblement perturbés, beaucoup montrant encore des signes de choc et de peur. Le champ de confinement bourdonnait d'énergie au centre de la pièce, retenant ce qui était manifestement un dangereux prédateur. Et là se trouvait Jake, assis calmement à sa place habituelle, prenant des notes comme si c'était une leçon quelconque. La Dre Park était elle-même spécialiste en xénobiologie, l'une des premières humaines à intégrer la faculté de l'académie. À 45 ans, elle avait passé la dernière décennie à étudier les espèces pacifiques de la communauté galactique et à servir de chargée de liaison culturelle pour les quelques étudiants humains fréquentant l'académie. Elle reconnut immédiatement les signes d'une salle de classe pleine d'espèces herbivores qui venaient de faire face à quelque chose bien au-delà de leur zone de confort. « Je vois que vous étudiez la griffe rasoir », dit-elle joyeusement, son ton délibérément léger et décontracté. « Jake, rappelle-moi, comment cela se compare-t-il aux prédateurs de ton devoir de la semaine dernière ?» L'unité de traduction du professeur Veltar capta les mots, mais leur sens le laissa perplexe. Un devoir sur les prédateurs? Quel genre de système éducatif pouvait donner aux étudiants des travaux sur des créatures aussi troublantes? Jake leva le regard de ses notes avec un enthousiasme sincère. Eh bien, c'est nettement plus impressionnant qu'un puma, mais probablement moins dangereux qu'un grizzly en combat rapproché. La force de morsure semble comparable à celle d'un grand félin, peut-être 1200 PSI. Rien à voir avec un crocodile, en revanche. Ceux-là peuvent atteindre plus de 3000 PSI. Les étudiants extraterrestres fixèrent Jake avec une confusion et une horreur croissante. Puma, grizzly, crocodile. Les unités de traduction fonctionnaient, mais le contexte n'avait aucun sens. Ces noms semblaient désigner de véritables créatures, et non des monstres de fiction tirés de productions divertissantes. Les branchies du professeur Veltar commencèrent à palpiter rapidement. « Monsieur Morrison, ces créatures, sont-elles issues de programmes de divertissement humain? Des récits fantastiques, peut-être ?» La Dre Park et Jake échangèrent un rapide regard. À cet instant, la Dre Park réalisa que la compréhension de la Terre et de l'humanité par la communauté galactique était encore plus limitée qu'elle ne le pensait. Les espèces pacifiques avaient apparemment classé la Terre selon le comportement de l'humanité dans l'espace, coopératif, diplomate et civilisé, sans réellement comprendre quel type de monde avait pu produire de tels êtres. « Professeur, » dit doucement la Dre Park, « je crois qu'il y a eu un malentendu fondamental concernant la classification du monde d'origine de Jake. » Elle se dirigea vers l'avant de la salle et activa son propre écran holographique. « Avec votre permission, j'aimerais apporter un éclaircissement aux observations de Jake. » Le professeur Veltar acquiesça, perplexe, tentant toujours de déchiffrer les implications de la mention désinvolte de Jake concernant des créatures
avec des forces de morsure qui excédaient tout ce qui se trouvait dans la base de données des prédateurs connus de l'Académie. La Dreypark commença par une image simple, la Terre vue de l'espace, une bille bleue et verte flottant dans l'obscurité. Elle semblait sereine et magnifique, très similaire au monde d'origine de la plupart des espèces galactiques. « C'est la Terre », annonça-t-elle, « le monde natal de Jake. Population, environ 8 milliards d'humains. » Zara leva une main tremblante. 8 milliards. Comment est-ce possible? La plupart des mondes peuvent à peine soutenir quelques centaines de millions d'êtres sapientes sans effondrement écologique. C'est parce que la plupart des mondes n'ont pas de compétition stimulant une adaptation évolutive rapide, répondit la Dreypark. Elle modifia l'affichage pour montrer un grand requin blanc émergeant de la surface de l'océan, ses mâchoires massives garnies de rangées de dents acérées. La classe fut parcourue de halètements et de gazouillements horrifiés, alors que les étudiants reculaient devant l'image. « C'est un grand requin blanc », continua calmement la Dreypark. « Ils peuvent atteindre 6 mètres de long et ont une force de morsure de plus de 4000 PSI. Ils sont l'un des prédateurs marins de la Terre. » Kevin s'était tellement rétracté dans sa carapace que seules les extrémités de ses pédoncules oculaires étaient visibles. L'espèce nautiloïde avait évolué dans les océans profonds, mais leur monde n'avait jamais produit quoi que ce soit qui ressemble même de loin au monstre affiché. Le professeur Veltar fixa l'image avec incrédulité. « Cette créature, elle existe réellement sur votre monde d'origine ?»« Oh oui », acquiesça Jake de façon désinvolte. Bien qu'il ne soit pas vraiment si dangereux pour les humains, les attaques de requins sont assez rares. Vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre. Le dédain désinvolte envers un prédateur de 4000 PSI, jugé pas vraiment si dangereux, provoqua une nouvelle vague de silence choqué dans la classe. La Dreypark poursuivit sa présentation, montrant image après image la faune terrestre. Un tigre de Sibérie traquant dans la neige, ses rayures oranges et noires offrant un camouflage parfait. Un grizzly debout de 2,7 mètres sur ses pattes arrière, ses griffes massives étendues. Un crocodile marin flottant immobile dans une eau trouble, seuls ses yeux visibles à la surface. À chaque nouvelle image, les étudiants extraterrestres semblaient se recroqueviller davantage. Les étudiants granites s'étaient compressés en des formes si denses qu'ils ressemblaient à des pierres décoratives. Les étudiants athétérins hyperventilaient à travers leurs branchies. Même les éphériants, habituellement stoïques, cliquetaient frénétiquement à leur fréquence de détresse subsonique. « Ce sont les voisins de Jake », expliqua la Dreypark avec un calme factuel. « Les créatures qu'il a appris à côtoyer dès l'école primaire. » Elle leur montra des lions africains chassant en meute coordonnée, leur travail d'équipe et leur stratégie évident à chaque mouvement. Des serpents venimeux pouvant tuer d'une seule morsure. Des fourmis légionnaires se déplaçant par millions, capables d'arracher la chair des os en quelques minutes. « Vous voyez, » ajouta Jake utilement, « la Terre est ce que vous appelleriez un environnement compétitif. Presque tout là-bas essaie de manger autre chose, d'éviter d'être mangé, ou les deux. Les humains ne sont pas devenus l'espèce dominante parce que nous sommes les plus forts ou les plus rapides. Nous sommes devenus dominants parce que nous sommes les plus persistants et adaptables. » Le professeur Veltar sentit sa vision du monde s'effondrer autour de lui. Sa voix sortit à peine un murmure. « Vous avez évolué aux côtés de tous ces super-prédateurs ?»« Pas seulement à leurs côtés, » corrigea Jake avec un léger sourire. « Nous les avons chassés. C'est pourquoi la plupart des mégapodes vraiment dangereux ont disparu. Les humains étaient simplement trop doués pour la persévérance, la chasse et l'utilisation d'outils. » La griffe rasoir, qui avait observé tranquillement tout cet échange, se rapprocha soudainement du champ de confinement. Ses yeux jaunes étaient fixés sur Jake avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une reconnaissance. Pour la première fois depuis sa capture, la créature semblait calme, presque respectueuse. La Dreypark remarqua le comportement de la créature et hocha la tête avec approbation. « Même les prédateurs alpha reconnaissent les leurs, » murmura-t-elle trop doucement pour que les unités de traduction le captent.
Mais le professeur Veltar commençait à comprendre. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. L'analyse décontractée de Jake de la griffe rasoir, sa compréhension instinctive de la psychologie des prédateurs, son absence totale de peur en présence d'une créature qui terrifiait tous les autres étudiants de la pièce. « Monsieur Morrison, dit lentement le professeur Veltar, qu'est-ce que les humains exactement ?» Jake sembla véritablement surpris par la question du professeur Veltar. Il jeta un coup d'œil à la Dray Park, qui lui fit un signe de tête encourageant. Il était clair que le temps des échanges culturels délicats était révolu, et la vérité devait être dite. « Eh bien, commença Jake lentement, je suppose que nous sommes des prédateurs de persistance. Nous sommes omnivores, techniquement, donc nous mangeons aussi des plantes. Mais quand on regarde nos adaptations évolutives... » Il fit une pause, réfléchissant à la manière d'expliquer quelque chose qui lui semblait évident. La Dray Park s'avança pour l'aider. « Professeur, permettez-moi de vous montrer ce que Jake veut dire. » Elle activa de nouveau son affichage holographique, mais cette fois l'image était celle d'un squelette humain. Les étudiants extraterrestres se penchèrent en avant malgré leur peur, étudiant la structure osseuse avec un intérêt académique. « Remarquez les yeux dirigés vers l'avant, » souligna la Dray Park. « C'est pour la perception de la profondeur pendant la chasse. » La posture bipède a libéré nos mains pour l'utilisation d'outils et le lancer. Plus important encore, regardez la structure des jambes. Elle est optimisée pour la course d'endurance, pas pour la vitesse. Elle change à l'image pour montrer un humain en mouvement, les muscles mis en évidence pour montrer la biomécanique de la course. Les humains sont des chasseurs de persistance. Nous ne dépassons pas notre proie en sprint. Nous la poursuivons jusqu'à l'épuisement pendant des heures, voire des jours. Zara leva une main tremblante. Vous poursuivez d'autres créatures jusqu'à ce qu'elles s'effondrent d'épuisement. C'est ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement, expliqua Jake d'un ton factuel. Les premiers humains pouvaient suivre une antilope pendant 8 à 10 heures, maintenant un rythme régulier, jusqu'à ce que l'animal surchauffe et s'effondre. Ensuite, nous passions à l'abattage. La description désinvolte de cette prédation méthodique provoqua une nouvelle vague d'horreur dans la classe. Kevin avait complètement disparu dans sa carapace, et plusieurs étudiants attétérants semblaient sur le point de s'évanouir à nouveau. Le professeur Veltar fixa le squelette humain affiché à l'écran. Tout ce que Jake avait dit sur la griffe rasoir prenait soudainement un sens nouveau et terrifiant. L'humain n'analysait pas le prédateur comme un observateur extérieur, il l'évaluait comme un compétiteur. « Mais ce n'est pas le pire, » continua la Dray Park, son ton toujours académiquement neutre. « Montrez-leur la démonstration de lancer, Jake. » Jake se leva et ramassa un petit morceau de craie sur le bureau du professeur. Les humains ont la capacité de lancer la plus précise de toutes les espèces connues. Nous pouvons toucher des cibles en mouvement à des distances allant jusqu'à 100 mètres. Ils projettent la craie à travers la salle, atteignant un point précis du mur avec une exactitude parfaite. Cette simple démonstration, d'une certaine manière, semblait plus terrifiante que toutes les images des prédateurs terrestres réunis. Les étudiants extraterrestres fixaient les mains de Jake, ces mêmes mains qui, jusqu'alors, prenaient des notes et gesticulaient avec une décontraction qu'ils découvraient sous un nouveau jour. Les premiers humains étaient capables d'abattre des oiseaux en vol avec des pierres. La docteure Park expliqua. Nous avons développé des techniques de lancer de lance, nous permettant de tuer des créatures bien plus grandes que nous, à des distances sûres. Mais le véritable avantage résidait dans notre coopération sociale. Elle montra une image d'humains primitifs chassant un mammouth, travaillant de concert avec des tactiques coordonnées et des armes rudimentaires. La créature massive était encerclée par de petites silhouettes, mais l'issue était claire. Les humains étaient en train de gagner. « La chasse en meute », ajouta Jake. Les humains ont appris à collaborer pour abattre des proies qu'aucun individu seul n'aurait pu maîtriser. Nous avons développé le langage spécifiquement pour coordonner la chasse collective. Nous élaborions des plans, tendions des pièges et utilisions des outils pour démultiplier notre efficacité. La griffe rasoir se pressa contre le champ de confinement, ses yeux jaunes fixés sur Jake avec une reconnaissance évidente.
la créature comprenait ce qu'elle voyait. Un autre prédateur suprême, peut-être plus dangereux qu'elle-même. Le professeur Veltar retrouva sa voix, bien qu'elle fût à peine un murmure. Combien de temps ce comportement de chasse a-t-il perduré? Cela dépend de la manière dont on le compte, répondit Jake pensivement. La chasse à l'épuisement fut notre principale stratégie de survie pendant environ 2 millions d'années. Nous ne l'avons abandonnée qu'avec le développement de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. Même après cela, les humains ont continué à chasser pour le sport et la nourriture jusqu'à très récemment. 10 000 ans? La voix de Zara était aiguë, empreinte d'incrédulité. Vous avez cessé d'être des prédateurs il y a seulement 10 000 ans? La docteur Park secoua la tête. Nous n'avons pas cessé d'être des prédateurs, Zara. Nous avons juste cessé d'avoir besoin de chasser pour survivre. Les instincts et les capacités sont toujours là. Elle changea l'affichage pour montrer des activités humaines modernes, escalade, course de marathon, sport de compétition. Les humains manifestent encore des traits de prédateurs dans leurs loisirs. Nous escaladons des montagnes parce que nos ancêtres grimpèrent des falaises pour atteindre des proies. Nous courons des marathons parce que nous avons évolué pour la poursuite d'endurance. Nous concourons en équipe parce que la chasse en meute nécessitait de la coopération. Jake hocha la tête avec enthousiasme. Et nous conservons cette psychologie de prédateur. Les humains adorent les jeux de stratégie, la résolution d'énigmes et les activités de compétition. Nous sommes naturellement doués pour décrypter le langage corporel, détecter la tromperie et anticiper les comportements. Autant d'aptitudes de chasseurs. La salle de classe était plongée dans un silence absolu. Seul le vrombissement du champ de confinement se faisait entendre. Les étudiants extraterrestres tentaient de digérer la révélation selon laquelle leur camarade de classe amical et serviable était un membre de ce qui pourrait être l'espèce prédatrice la plus redoutable de l'histoire galactique. Le professeur Veltar regarda Jake d'un œil nouveau. Le jeune humain, sa confiance décontractée, son esprit analytique, son absence totale de peur face au danger. Tout prenait sens à présent. Jake n'était ni courageux, ni inhabituel pour un humain. Il était normal. « Monsieur Morrison, » dit le professeur lentement, « quand vous observez la griffe rasoir, vous y voyez un prédateur de rang intermédiaire. Que considéreriez-vous comme un prédateur de rang supérieur ?» Jake jeta un coup d'œil à la créature dans le champ de confinement, puis reporta son regard sur le professeur Veltar. Pour la première fois, il sembla prendre conscience que sa perspective pouvait différer de celle de ses camarades. « Eh bien, dit-il prudemment, je suppose que ce serait tout ce qui est capable de chasser les chasseurs. Quelque chose d'assez intelligent pour traquer des prédateurs tenaces, d'assez adaptable pour survivre dans n'importe quel environnement, et d'assez sociable pour coordonner des stratégies complexes. » Il marqua une pause, observant ses camarades terrifiés. Quelque chose comme, comme les humains, je suppose. L'aveu demeura suspendu dans l'air, telle une présence tangible. Les étudiants extraterrestres fixaient Jake avec un mélange de respect et de terreur. Ils commençaient à comprendre qu'ils n'étudiaient pas seulement la psychologie des prédateurs. Ils se trouvaient dans une salle de classe avec un véritable prédateur suprême qui avait poliment fait semblant d'être un simple étudiant. La griffe rasoir, toujours pressée contre le champ de confinement, émit un son qu'aucun d'entre eux n'avait jamais entendu. C'était presque comme un ronronnement, mais plus profond et plus complexe. La docteur Park le reconnut, issu de ses recherches. C'était un son que les griffes rasoirs produisaient pour reconnaître un prédateur supérieur. Le professeur Veltar comprit enfin pourquoi la communauté galactique avait été si pressée d'inclure les humains dans leur alliance. Ils n'avaient pas accueilli une nouvelle espèce pacifique. Ils avaient géré diplomatiquement une menace potentielle, capable de chasser n'importe quoi dans la galaxie, y compris eux-mêmes. La révélation de la nature humaine s'abattit sur la salle de classe comme une lourde couverture. Les étudiants qui, pendant des mois, avaient traité Jake comme un animal de compagnie curieux mais inoffensif, le voyant désormais sous un tout autre jour. Chaque geste décontracté, chaque sourire amical, chaque offre d'aide pour partager des notes prenait un sens nouveau, interprété à travers le prisme de la psychologie des prédateurs absolus.
Zara fut la première à reprendre la parole. « Mais Jake, dit-elle, ses branchies frémissant de confusion, tu es si gentil, tu nous aides dans nos études, tu partages ta nourriture, tu ne montres jamais d'agressivité. Comment peux-tu être un prédateur ?» Jake parut réellement perplexe face à la question. Pourquoi le fait d'être un prédateur me rendrait-il inhospitalier? La prédation est juste une stratégie alimentaire. Cela ne signifie pas que l'on doit être cruel ou asocial. La Dr Park hocha la tête avec approbation. C'est en fait une idée fausse courante chez les espèces pacifiques. Vous supposez que les prédateurs doivent être intrinsèquement violents ou hostiles, mais les prédateurs qui réussissent sont souvent très sociaux et coopératifs au sein de leur propre groupe. Elle changea l'affichage holographique pour montrer des loups chassant ensemble, leur coordination et leur travail d'équipe évident dans chaque mouvement. Les chasseurs en meute, comme les loups et les humains, ont développé des liens sociaux forts parce que la coopération améliorait les chances de survie. Un humain seul est dangereux, mais des humains travaillant ensemble sont presque imparables. Le professeur Veltar commençait à saisir les implications. Vous êtes en train de dire que la coopération humaine n'est pas malgré leur nature prédatrice, mais en raison de celle-ci. Exactement, dit Jake, s'enthousiasmant pour l'explication. Les premiers humains capables de travailler ensemble efficacement étaient des chasseurs plus performants. Ils obtenaient plus de nourriture, avaient des descendants en meilleure santé et transmettaient leurs traits coopératifs. Sur des millions d'années, cela a créé une espèce à la fois très prédatrice et très sociale. Les tiges oculaires de Kevin émergèrent légèrement de sa coquille. Mais si les humains sont des prédateurs si efficaces, pourquoi ne nous chassez-vous pas? La question provoqua une ondulation nerveuse dans la salle de classe. C'était la peur latente qui planait depuis le début de la révélation. Si les humains étaient des super prédateurs, qu'est-ce que cela signifiait pour les autres espèces de la galaxie? Jake parut sincèrement choqué par la suggestion. « Pourquoi vous chasserais-je? Vous n'êtes pas de la nourriture et vous ne me menacez pas. Les humains ont appris il y a longtemps que la coopération avec d'autres espèces intelligentes est plus bénéfique que le conflit. » La Dr Park approfondit l'explication de Jake. Les instincts prédateurs humains ont évolué pour chasser les animaux, pas les êtres sensibles. Lorsque les humains ont développé une intelligence supérieure et rencontré d'autres espèces intelligentes, ces mêmes instincts coopératifs qui nous ont rendus des chasseurs en meute efficaces ont fait de nous des diplomates performants. Elle montra des images de colonies humaines à travers l'histoire, démontrant comment la coopération et le commerce avaient toujours été préférés au conflit lorsqu'il s'agissait d'autres groupes humains. Les humains ont appris que la coexistence pacifique avec les voisins était plus profitable qu'une guerre constante. Nous avons appliqué la même logique aux relations interstellaires. Le professeur Veltar prenait des notes méticuleusement, son esprit académique s'affairant à assimiler ces nouvelles perspectives. Alors, l'agression humaine est contrôlable, elle est contextuelle. Jake expliqua. Les humains peuvent être incroyablement dangereux lorsqu'ils sont menacés ou lorsqu'ils protègent un ou d'autres personnes. Mais nous ne sommes pas bêtement violents. Nous avons développé des règles sociales complexes concernant le moment où la violence est appropriée et celui où elle ne l'est pas. La griffe rasoir avait écouté cet échange avec un intérêt manifeste. Sa posture avait évolué, passant de la vigilance agressive qu'elle affichait plus tôt à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. La créature semblait comprendre qu'elle se trouvait en présence d'un prédateur supérieur qui avait choisi la retenue plutôt que la domination. Zara leva une autre main tremblante. « Jake, quand tu as analysé les faiblesses de la griffe rasoir, tu pensais à comment la vaincre, n'est-ce pas ?» Jake considéra attentivement la question. J'analysais ses capacités, oui. C'est ce que l'on fait quand on rencontre un prédateur inconnu. On évalue les menaces, identifie les faiblesses et planifie des réponses. C'est automatique pour les humains. L'aveu désinvolte que Jake avait inconsciemment planifié comment tuer la terrifiante créature devant eux provoqua une nouvelle vague de silence choqué dans la salle de classe. « Mais cela ne signifie pas que je voulais lui faire du mal », ajouta Jake rapidement, remarquant les réactions de ses camarades. « C'est juste de la reconnaissance de forme, comme la façon dont vous pourriez automatiquement calculer la valeur nutritionnelle des plantes, voyez-vous ?
ou comment un nautiloïde pourrait instinctivement cartographier les courants marins. Les humains évaluent automatiquement les menaces et les opportunités potentielles. La Dr Park décida d'aborder directement le problème sous-jacent. « Étudiant, je comprends que cette nouvelle soit troublante. On vous a enseigné que la prédation est mauvaise ou anormale, mais les prédateurs remplissent des fonctions écologiques importantes. Ils régulent la croissance des populations, éliminent les individus faibles ou malades et stimulent l'adaptation évolutive. » Elle changea l'affichage pour montrer l'écosystème terrestre en équilibre, avec prédateurs et proies coexistant dans un réseau complexe de relations. Les humains n'ont pas détruit la biosphère terrestre. Nous en sommes devenus une partie. Nous avons appris à gérer nos pulsions prédatrices pour le bien commun. Le professeur Veltar commençait à voir la situation dans son ensemble. Cela élucide le comportement humain au sein de la communauté galactique. Votre espèce n'a pas rejoint en tant que suppliant quémandant protection, mais en tant que partenaire offrant une collaboration. Plutôt que des égaux, déclara Jake discrètement. Lorsque les humains sont entrés pour la première fois en contact avec la civilisation galactique, nous étions probablement l'espèce la plus redoutable que vous ayez jamais croisée. Mais au lieu de la conquête, nous avons opté pour le partenariat. Le poids de cette affirmation s'imposa dans la pièce. Chaque espèce de la communauté galactique avait été accueillie parce qu'elle ne représentait aucune menace pour les membres existants. Les humains avaient été accueillis bien qu'ils fussent capables de chasser toute autre espèce de la galaxie. Kevin sortit davantage de sa coquille, sa curiosité supplantant sa peur. Comment les humains maîtrisent-ils de tels instincts dangereux? Grâce à l'éducation et au conditionnement social, répondit le Dr Park. Les enfants humains apprennent dès le plus jeune âge que l'intelligence et la coopération sont plus précieuses que la force et l'agression. Nous avons canalisé nos instincts compétitifs vers l'art, la science, le sport et l'exploration. Jake acquiesça avec enthousiasme. C'est pourquoi les humains aiment tant les défis et l'exploration. Il nous faut quelque chose à chasser. Alors, nous chassons la connaissance, chassons des solutions aux problèmes ou chassons de nouvelles expériences. L'exploration spatiale est une chasse à la persistance appliquée à l'univers. La griffe de rasoir émit à nouveau ce profond ronronnement, et pour la première fois depuis sa capture, il se coucha dans une position détendue. La créature avait été en contact avec des dizaines de chercheurs et d'étudiants au fil des ans, mais elle n'avait jamais rencontré auparavant un autre prédateur suprême qui avait transcendé le besoin de violence. Le professeur Veltar observa sa salle de classe, mélange d'étudiants extraterrestres terrifiés et fascinés, puis Jake, qui continuait de prendre des notes avec le même intérêt désinvolte qu'il avait montré dès le début. « La classe », dit le professeur lentement. « Il est impératif, à mon sens, de revoir entièrement notre perception de la psychologie des prédateurs, et par extension, celle de l'humanité.